T'en as combien de café là? Mec, t'as pas dormi ou... Non, mais t'as l'air claqué. Ouais, mais j'ai eu une idée. Attends, toi une idée? Ah, imagine une web série qui traite de la numérisation des consciences, de la technologie, de l'évolution de la société de demain. Ce serait pas mal, hein? Tu te fous de moi? Ouais, non, mais ça aussi, ce serait si j'avais du talent, hein. Bon, en attendant, moi je vais juste faire un vieux facecam en 10 minutes, copier sur un top américain. Allez, salut, santé, collègue. Ah ouais. Il tape 2 questionnés. Il part en live. Mais ça veut dire quoi, questionner? Bonjour YouTube. Bonjour. Hein. Aujourd'hui, on parle donc de Andaria en général. Et le but étant de aborder des points plutôt précis sur l'univers en entier. Donc aujourd'hui, il va parler, hein, moi je vais juste essayer de dynamiser le truc pour éviter que ce soit genre un putain d'exposé de cours d'1h30. Parce que ça y en a marre. Parce que, franchement, ça casse les couilles. Voilà. On lui dit pas, hein, mais ménagez Siegfried. Ah, mais même moi je le dis, on s'emmerde. On va parler aujourd'hui de ce qui tient sur la première saison pour ceux qui sont là depuis 15 000 ans et la saison actuelle donc du JDR Origins. Qui est les invasions démoniaques et le contexte de Kalaktak, invasion, guéguerre, tout ça, machin. Donc si on resitue le contexte, on se situe après l'oubli, oui. C'est bien ça. L'oubli, c'est aux alentours au niveau de la timeline, 1840, voilà. En datation absolue. Là, on se situe dans les années 2300, 2400, 2500, donc datation absolue. Un bon 600-700 ans voilà. Après l'oubli. Oubli qui, si on résume bien, c'est magie into monde, into on n'a plus de souvenirs de ce qu'il y avait avant. En fait, l'oubli justement, il y a un JDR du coup qui a été fait. Si vous voulez plus d'infos sur le sujet, mieux comprendre, bah, vous avez le JDR sur l'oubli, il dure 1h15 à peu près. Donc c'est pas très long à regarder, mais je vais vous faire un résumé très court. En gros, vous avez le Kalaktak qui est formé, au moment de l'oubli, vous avez le Kalaktak qui est formé. Vous avez l'oubli qui est libéré sur le monde, donc du coup, perte d'identité complète de l'essence qui est dans le Kalaktak. Et retour des invasions démoniaques, parce que à l'époque de l'oubli, en fait, s'il y a l'oubli, c'est parce qu'il y a une guerre avant entre les essences et les peuples, et s'il y a cette guerre entre les essences et les peuples, parce qu'il y a eu vol de cristaux, vol du cristaux dans le nouveau temple des cristaux brisés, qui du coup ont brisé les barrières énergétiques du monde, et donc du coup ont repermis à l'énergie brute de rentrer de manière complètement aléatoire et sporadique dans Daria, et du coup, démons. Donc, si on résume bien, donc oubli il y a 700 ans, oui. Donc il y a 700 ans, en gros, création de Monsieur Pire Ennemi du Monde, hashtag Kalaktak, qui du coup sait plus qui c'est qu'il est et puis veut casser la gueule à tout le monde parce que why not. Oubli, alors l'oubli, quand tu dis l'oubli, qu'est-ce que tu entends par l'oubli? C'est une essence, l'oubli, c'est quoi? C'est une puissance? L'oubli, c'est très exactement une éthérienne. D'accord. Qui... Papier peint. Into papier peint, attention, le fameux papier peint. Essayez pas de comprendre ce truc. En fait, il faut absolument qu'il le scanne et qu'il le mette. Papier peint. Il faut absolument qu'il le scanne et qu'il le mette sur une putain d'image ou qu'il le prenne en photo. Alésia, maîtresse de l'oubli, donc qui se lâche, hein, qui pète le monde et tout ça. Genre bonjour, j'arrive. Oubliez tout ce qui vous êtes. Qui en fait techniquement est libéré. Justement, c'est ça l'intérêt de voir le JDR, c'est que tu vois la libération d'Alessa. Mais qui est assez con pour faire ça? Apparemment 3 joueurs. Bah, les joueurs l'ont fait et accompagnés de quelques PNJ. Je les déteste. Tout simplement parce que il fallait répandre l'oubli pour que les essences oublient la raison de la guerre entre essences et humains, et tous les autres peuples, parce que les autres peuples ne pouvaient pas gagner techniquement contre les essences. Oui, j'avoue qu'on rappelle quand même que les essences, c'est des livres qui permettent de se téléporter, c'est des gens random, c'est des trucs, c'est des arcs magiques, c'est à peu près tout ce que tu veux. Donc... Ça, c'est les esprits. Ah oui, c'est vrai, merde. Les essences, c'est un poil plus puissant. C'est Aikal, Eikal, Oival, Ikual, ah oui, c'est vrai, c'est le top niveau.
Halo, j'avais oublié. Voilà. J'ai toujours un gros mélange entre les niveaux des trucs. Mais oui, donc Essence, c'est full du bon gros. Ah voilà. Il ne faut pas les mettre en colère. Et du coup, le truc, c'est que comme elles étaient en guerre, justement, et qu'il n'y avait aucun moyen de stopper cette guerre par des moyens conventionnels, il y avait eu des tentatives d'entente qui avaient été faites, mais aucune n'avait abouti. Du coup, le seul moyen qu'il y avait eu, c'était de libérer l'oubli pour littéralement vider la mémoire de tout le monde sur le monde et repartir sur des bases de on sait pas qu'on est en guerre en fait, tout simplement. D'accord. Et donc, du coup, on sait pas cessation qui de la guerre. on est. Voilà. C'est ça qui est marrant, c'est que l'oubli tellement puissant qu'il a divisé les putains de peuples. En fait, c'est pour ça que quand on regarde la toute première saison qu'on a fait et la saison là actuellement, on a des peuples, on sait pas d'où qu'ils sont. On sait pas d'où qu'ils sont, on sait pas d'où qu'ils se connaissent, on sait pas. Là où Andaria était avant un continent, on va pas dire unifié, mais globalement quand même. Unifié dans le conflit. Genre, on sait où sont nos ennemis. Genre, imaginez que d'un seul coup l'Europe perd la moitié des gens et on sait pas d'où qu'ils sont. Mais genre, on ne sait même plus où sont leurs pays. C'est-à-dire, on a une mer, mais on sait pas qu'il y a l'Angleterre derrière. Et ensuite, d'un seul coup, on redécouvre les Anglais et on est là, mais ils existent. Mais qui sont ces gens? Et donc là, c'est actuellement l'état dans l'idée du truc après l'oubli. Donc 600-700 ans, vous imaginez qu'en 600-700 ans, on a fini un peu par comprendre qu'il y avait d'autres people. En fait, on a fini par le comprendre pour toute une moitié du continent, parce que Voilà. la moitié ouest du continent se connaît entre elles et la moitié est du continent se connaît entre elles. Sauf qu'en fait, il y a un énorme désert et des chaînes de montagnes. Désert, Au montagne, et en bas, on sait pas trop. Désert et marécage, t'as les deux. Désert et marécage. C'est la merde. Il y a toute une bande dans la carte qui, en fait, n'est pas traversable. Enfin, on se dit pas, il y a quelque chose derrière. Donc, du coup, personne, étant donné que c'était des temps troublés, c'était des temps où il fallait reconstruire une mémoire, fallait reconstruire une identité de peuple. Enfin, il y avait aussi des luttes entre les peuples aussi pendant un certain temps, nécessairement. Personne n'est allé chercher à se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des gens de l'autre côté ou est-ce qu'il y a des terres de l'autre côté? Tout simplement parce que les zones se suffisent à elles-mêmes, en fait. Ça crée une putain de séparation entre les peuples qui se reconnaissent, qui se refont des alliances, un nouveau jeu de combat, de remise de peuples, avec on se referme, la loi de non-ingérence par exemple des AEI qui sont en mode on a une forêt, on va s'y poser, nous emmerdez pas, hein, nous on vous emmerde pas, vous nous emmerdez pas, on est tranquille. Voilà, donc ça crée des jeux d'alliance, des jeux de conflit. Là-dessus arrivent donc les fameuses invasions qui sont en gros les démons. Alors les démons, depuis l'oubli, donc c'est durant ces fameux 600-700 ans, les démons, qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils viennent ou pas? Il y en a, mais il y en a pas énormément. Il y en a un peu en fait. Voilà, donc c'est du spawn, c'est genre de la créature qui vient te bouffer 3 moutons dans ta ferme et tu lui casses la gueule et merci, au revoir. Tu lui casses la gueule? Non, pas spécialement. En fait, il y a tout un système de mercenaires, d'aventuriers de grand chemin pendant cette période-là qui est très en place, avec des grosses instances comme la Guilde aventurière et d'Orholm, qui fonctionnent à plein régime, en fait, où il y a beaucoup de gens qui sont engagés dans ces deux instances. Il y a limite même des subventions des différents peuples. Et en fait, du coup, ça s'autogère entre guillemets. Il n'y a pas de grosses menaces, il y a juste des épisodes et du coup, ça reste un climat assez tendu mais gérable. Il y a 2 événements clés qui arrivent à ça. D'un côté, il y a l'arrêt globalement des financements et un petit peu des petites pertes de réputation suite à quelques erreurs qui sont commises nécessairement au fil des 600 années. Ah, hein, faut bien. Voilà. Et en fait, le truc, en l'absence d'une réelle menace vraiment violente, l'intérêt de maintenir limite une armée secondaire en deuxième en backup, ouais, parce que la guilde aventurier, donc c'est du mercenariat, tout ça, et Doréholm, donc si je dis pas de conneries, c'est bien en gros la grosse instance de genre nous sommes des chasseurs de démons, quoi, grosso merdo. En fait, oui, voilà. À l'origine, il s'était installé à l'entrée du gouffre où il a le temple des cristaux brisés pour empêcher les animaux de sortir de l'endroit et de massacrer les gens qui s'y trouvaient. Mais étant donné qu'il n'y a pas eu de sortie d'anima depuis des centaines d'années, ils se sont dit, on va se reconvertir, on va servir à quelque chose, et on va aider les gens, tout simplement. Et du coup, ça fait 2 pôles, un à Ketera et un à Doréholm, qui défendent activement tout le territoire, du coup, et qui ont des agents dispersés dans tout le territoire pour défendre. Sauf que le truc, c'est que y a de moins en moins de monde qui y va, il y a de moins en moins de monde qui fait partie de cette armée secondaire, et du coup, ça finit par tomber en désuétude, et il y a juste quelques-uns pour faire continuer à tourner le système, mais pas suffisamment pour ce qui arrive après, parce qu'il y a une deuxième dégradation
du temple des cristaux brisés. Normal, parce que si tu supprimes la mémoire qu'il y avait des cristaux à cet endroit-là, bah forcément, au bout d'un certain temps, quand il y a des gens qui le découvrent, ils se disent « Tiens, c'est sympa ces trucs-là. En plus, ça fait fuir les démons, trop marrant. Bah on les récupère, encore une fois. Et du coup, après ces 2 récupérations, et bah là, les barrières sont complètement brisées, et du coup, le Kalaktak peut faire son retour. Parce que le Kalaktak, lui, bah, il était justement au niveau de... juste après l'oubli, il a été formé, mais il était complètement faible, et il était en train de se, entre guillemets, de se former, au final. C'est-à-dire qu'il y avait un flux d'énergie continu qui l'a abreuvé pendant 600 ans, ce qui est énorme. Et du coup, au moment où il y a eu donc vraiment cette brèche qui s'est instaurée, entre guillemets, encore une fois, c'est pas vraiment une brèche physique, c'est pas vraiment une brèche magique, mais Oui, c'est une explication raccourcie, et bien, ça s'est accéléré, et au bout de quelques dizaines d'années, bah, le Kalaktak en tant que tel est sorti Donc imaginez en gros... au sud de Tarak. Imaginez en gros, vous avez un bon gros barrage quelque part, au niveau du temple des cristaux brisés. Il y a déjà un trou dans le barrage, mais bon, il fuit, mais c'est pas trop grave, ça tient. Et là, à force de venir gratter, le barrage pète. Le barrage pète, et là d'un seul coup... Le barrage pète, et donc le temple des cristaux brisés, pour résumer, pour qu'on soit tous bien d'accord, c'est un puits énergétique avec des cristaux qui protègent et qui canalisent le flux. Voilà, en fait, l'idée c'est que le flux doit circuler, parce que sinon, bah, tout simplement, il y a... Bah, c'est comme un barrage, hein, si tu bloques tout, derrière ça explose. Voilà. Il y a des petites explosions, entre guillemets, donc, qui sont les démons en tant que tels. Et du coup, par contre, l'idée c'est que si jamais c'est détruit, bah, justement, il n'y a plus de communication possible directe, et donc du coup, bah, c'est retour de beaucoup de démons. Oui, c'est parce que la communication, du coup, si elle n'est pas contrôlée, elle sera faite, mais elle sera faite de manière violente. Voilà. Et ça veut dire que donc la fameuse énergie qui n'est plus canalisée, elle arrive de manière brute. Et quand elle arrive de manière brute, elle fait pop un démon. Et quand il y en a beaucoup qui arrivent d'un coup, elle fait pop beaucoup de démons. C'est merveilleux. Oui. Hein, c'est merveilleux, mais c'est terriblement chiant, parce que du coup, ça donne lieu au premier gros bordel, la première invasion. Alors la première invasion, c'est la première arrivée de massive de démons en Andaria. Ouais. Alors... là, maintenant, il faut quand même qu'on soit géographiquement au point. Parce que un des gros points de lore qui peut être compliqué à comprendre, en tout cas pour moi, je parle pour moi et je pense que ça peut être aussi compliqué pour ceux qui suivent un peu en derrière tout ça, c'est la géographie. Parce que on est sur un continent énorme, avec des nations qui des fois se connaissent, des fois se connaissent plus, avec là je l'oublie tout ça, et des barrières géographiques claires comme les montagnes, le désert, tout ça. L'invasion de démons, quand elle pop à un point. Et à partir de ce point, elle s'étend. Mais elle s'étend pas juste genre vers le haut, vers le bas, elle s'étend dans toutes les directions. C'est des démons, ça pop, ça va partout. Donc ça veut dire que il y a une nation là, il y a un truc qui pop entre les deux. Et bah ça fait barrière. Et donc les deux nations ne peuvent plus réellement communiquer. Il y a des démons entre les deux. Comment tu avances alors que tu te fais bouffer? Oui. Donc ça crée des distances géographiques et des distances géopolitiques qui sont assez importantes à comprendre si on veut bien suivre un peu le pourquoi du comment. Les gens s'oublient et que c'est le bordel. Alors, du coup, à partir de ça, la première invasion commence où précisément? La première Alors, ou disons que la première de la deuxième phase? La première grosse arrivée de démons, genre où c'est le bordel. Mais tu parles après l'oubli. Après l'oubli, on a passé 600 ans, ils venaient, machin et Oui. tout, et là d'un seul coup, événement, c'est la merde. Ah, parce que des grosses invasions de démons, il y en a aussi avant l'oubli en fait. Mais bien avant, pendant la période lutte fratricide que vous avez joué et tout ça. Tu m'emmerdes. Ah, mais justement, c'est pour ça que je te demande précisément de quelle période tu parles. Justement, Tu parles de la là deuxième période. on parle de... On a passé l'oubli, on a Ok. fait les 600 ans, il y a une merde, et c'est là... Parce que c'est là qu'il y a la grosse partie de l'or, c'est là où quand même il y a 2 JDR qui ont été joués, et c'est celui qu'on fait actuellement. La première qu'il y a, c'était un endroit que j'avais appelé Canrock avant et qui a un petit peu bougé sur la carte vers le haut, mais qui est globalement au même endroit. C'est à l'ouest, ouest complètement de Ketera, d'Azankar. C'est littéralement en fait en termes de hauteur entre Ketera et Azankar, mais complètement à l'ouest, derrière les montagnes. D'accord. Est-ce que c'est le petit village? Est-ce que c'est la petite C'est ville pas qu'on très loin de Linmore, effectivement. Parce que, bon, l'Inmore, il y avait déjà eu un gros bordel. Linmore, il y a eu un gros bordel, mais là qui a été causé par des humains et pas par... D'accord. Mais c'était globalement une arrivée de démons aussi. Ah oui, c'en était une, mais justement, c'était pour introduire le fait qu'il pouvait y avoir des Eadine ou des Ayui qui influent sur les entrées de démons. Ah. Les enculés. Bref.
Du coup, donc, ça pop dans les montagnes, première grosse invasion, et là, qu'est-ce qui se passe? Bah là, en fait, globalement, ça reste en place, en fait. C'est-à-dire que un démon, de son plein gré, en fait, il n'a pas de conscience, il n'a pas d'intelligence ou quoi que ce soit. C'est juste, il voit un truc qui bouge, il l'attaque. Il voit un lapin, il l'attaque. Il voit un cheval, il l'attaque. Donc il voit un humain, il l'attaque, tout simplement. Donc bah, les pauvres peuples qui se trouvaient là, donc à savoir, il y avait des Eridar, il y avait quelques Eadin et quelques Eowyn qui s'étaient vraiment retirés. Ils étaient là, ils se disaient bon, on est tranquille, personne va venir nous embêter. Non. Pas de bol, il y a ça qui leur est tombé sur la tronche, quoi. Du coup, bah, ceux-là sont morts, et en fait, dans cette première grosse invasion au final, parce que tout le territoire est au final maintenant désolé, abandonné, bah, elle a pas eu trop d'impact au niveau global. Dans le sens qu'il y a quelques démons qui ont passé les montagnes parce que bah, ils erraient comme ça et ils ont passé les montagnes, ils ont découvert qu'il y avait des gens de l'autre côté et ils les ont attaqués, mais comme ils n'étaient pas spécialement nombreux, ça n'a pas changé grand chose. Ça a juste rendu la terre en fait complètement désolée. Après il y en a eu une autre juste au sud de Ketera et là ça a commencé à être plus la merde. Donc au sud de Ketera, donc dans les grandes plaines, c'est ça? Ouais. Donc entre Ketera et Azankar, beaucoup plus, si je dis pas de conneries, Beaucoup Ketera, plus proche de Ketera, ouais. Proche de Ketera, donc les grandes plaines. Et là, à partir de là, à partir de quel moment, du coup, l'invasion est, on va dire, structurée? Parce qu'on parle dans l'idée que l'invasion est structurée, c'est-à-dire les démons sont incontrôlables, mais il y a le fameux Kalaktak qui est genre World Boss sur 20, et à partir de ce moment-là, bah, ça fonce un peu dans une direction et ça détruit tout. Bah en fait, globalement, à partir du moment où justement le Kalaktak en tant que tel a émergé. C'est-à-dire qu'il a fini d'émerger, il a repris conscience. Je donnerai la date précise, de toute façon j'afficherai une timeline. Ce sera plus simple parce que là j'ai plus la date exactement en tête. Mais à partir de ce moment-là très précisément, bah, en fait globalement tous les démons ont, du moins une grande partie, ont convergé vers lui en tuant ce qu'il y avait sur le passage. Et donc en gros, le Kalaktak va quelque part, tout le monde le suit. Comme le Kalaktak était au nord de Ketera et juste au-dessus de Tarak, bah en fait tout le monde est passé par là, il y avait Ketera sur le trajet, donc du coup attaque de Ketera. On la mange, c'est marrant. Du coup attaque de Ketera en fait. D'accord, et du coup est-ce que le Kalaktak, lui, est sur le champ de bataille? Genre quand il y a eu les grosses premières batailles contre les démons, où était le Kalaktak? Qu'est-ce qu'il fout? Est-ce qu'il est genre tel un général au milieu de son armée ou La première grosse attaque qu'il y a eu, le Kalaktak n'était pas là du tout parce qu'il était juste au sud de Tarak et en fait c'était juste tous les démons qui se sont ramenés vers Ketera pour passer. Et bah là en fait il y a eu écrasement d'une énorme majorité des démons étant donné que les démons voulaient juste passer. En fait c'était littéralement des automobilistes qui veulent passer à toute vitesse. Et nous on est les gilets jaunes, on bat les couilles, on bloque. Voilà. On pourrait les gilets jaunes, comme voilà, ça. tout simplement. Du coup, ils se sont fait gilets jaunes et bah, du coup, cette première vague, au final, a été globalement anéantie. Endigué. Voilà. Nous avons endigué la résistance. Il y a une deuxième, entre guillemets, grosse invasion, dans le sens que bah, c'est continu, hein, les démons rentrent de manière continue et de manière complètement aléatoire, mais c'est juste que des moments, il y en a plus d'un coup. Imaginez un espèce de magma, en gros, quand vous êtes face à un magma, vous avez des petites bulles. Voilà. Et d'un seul coup, vous avez une grosse bulle. Voilà. Bah, c'est exactement ça. Là, grosse bulle, en gros, un petit peu au nord de Ketera, cette fois-ci. Donc du coup, très proche du Kalaktak. Ils foncent tous vers le Kalaktak, et le Kalaktak, bah, il fait des dingueries dans les plaines, voilà, il se balade de manière aléatoire lui aussi. Donc à partir du moment où, enfin, il y a le Kalaktak. Ouais. Le Kalaktak, il n'a pas d'objectif. Non. Il erre tout simplement. Oui. Sauf qu'il a cette capacité incroyable d'attirer les démons qui eux pètent tout sur leur chemin parce que démons. Oui. Voilà. À partir de ce moment-là, le Kalaktak, donc il y a une conscience, il y a une prise de conscience que bah il y a un chef, il y a un truc qui fait que les démons bah ils vont quelque part. Oui. Donc c'est un peu chiant. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a des tentatives d'envoi de l'armée concrètement, en se disant bon on tente des choses hein, concrètement, on va pas le laisser piétiner nos terres. Ça a globalement échoué, faut pas se mentir. Il y a eu 3 grosses batailles qui ont eu lieu au nord de Ketera, qui ont impliqué des Exodars, des Eadin et des Eowyn. Se sont fait écraser complètement. Et ensuite, du coup, le Kalaktak se balade, et là, il se retrouve dans ce qu'on appelle actuellement les plaines du Kalaktak, où il y a la première grande guerre, où là, donc, il y a la liste des les fameux 4 héros
dont on parle assez régulièrement, qui l'entrave Mhm. une première fois. Au bout d'un certain temps, il arrive à se libérer de ses entraves. Il se fait réentraver pas très loin de là. Et en fait, Mhm. le nom plaine du Kalaktak veut en fait dire la plaine où le Kalaktak est enfermé. Mhm. Parce qu'en fait, il est littéralement dans une faille, dans la roche, à l'intérieur de la plaine, qui a été ouverte magiquement, et enchaîné là-dedans, avec des chaînes en métal rare. C'est-à-dire qu'il est, oui, il est physiquement là. Hein. C'est-à-dire, Oui. vous imaginez, genre t'es là tranquille en train de tes petits bergers dans ta charrette, et là t'as un espèce de trou dans le sol, tu regardes dedans, qu'est-ce que tu vois au fond? Tu vois un gros putain de machin qui est genre un peu indescriptible quand même. Hein. C'est un... On sait pas trop ce que c'est, fumigène, c'est quoi? C'est là, c'est entravé par des putains de chaînes, c'est dans le trou, t'as pas envie d'y approcher, tu laisses. Visuellement, effectivement, d'extérieur, enfin de haut, c'est ce que tu verrais. Si tu étais face à face, ce que tu verrais, c'est un ensemble d'yeux, au Mhm. final, qui émerge d'une sorte de brume. Mhm. Mais derrière, il y a un corps avec des pattes, si on Mhm. peut appeler ça comme ça, dans le sens qu'il n'y a pas d'articulation. C'est quand même un truc qui semble être fait d'un bloc. C'est semi-liquide. Mhm. Donc ça reste quelque chose de malléable tout en ayant quand même une densité, une présence. Donc ça peut pas, par exemple, s'aplatir et passer sous une porte. Ça, ce sont des choses qui n'arriveront pas. Voilà. Donc on peut toujours se verrouiller chez soi derrière une donc- porte en fer, sauf qu'il va péter la La porte porte en fer. en elle-même et va péter la demeure avec, juste en marchant en fait. Parce qu'il est gros. Globalement, si on estime en termes de taille, ça doit faire suivant les moments, entre 10 et 30 mètres de haut. Mhm. Une trentaine de mètres de large et une quarantaine de mètres de long. Ce gros machin ultra chiant qui piétine absolument tout et qui est complètement titanesque dévaste un peu tout et est arrêté par des héros. Donc entravé, machin, il ne bouge plus, il est fixé. Sachant que du coup il est entouré d'une armée de démons. Alors ça c'est vrai qu'on prend pas beaucoup le temps de les décrire, mais les démons ils se composent de beaucoup de choses en fait. Il y a Oui. donc ça a été déterminé en fait l'évolution des démons les démons ont évolué avec le JDR. Faut savoir que tout au début les démons on disait bon bah alors il y a des gros dragons, il y a des gros machins qui ont des épées et qui machin et il y a des petits machins qui grouillent partout. C'est genre des ergs. Les démons, moi je me souviens de l'étape où alors t'en as un dès qu'il y a du sang il va bien, t'en as un il faut qu'il prenne la vie, t'en as un qu'il Oui. faut qu'il voilà. Il y a eu une évolution Il y a eu concrètement. plein de changements. Il y a eu une évolution concrètement au fur et à mesure qu'il y a eu une évolution du lore. Parce qu'en fait, j'avais pas du tout expliqué au début ce qu'étaient les démons, d'où est-ce qu'ils venaient, tout ça. Et maintenant qu'il y a une explication, en fait, bah, il y a des trucs, j'ai dû me dire, ok, ça c'est incohérent, je le supprime. Mhm. Ou alors je le modifie. Et donc, du coup, en fait, maintenant, ce qu'il faut vous dire, les démons, c'est un continuum. En gros. Mhm. Autrement dit, plus vous allez avoir d'énergie qui va sortir à un endroit donné, à un moment donné, plus vous allez avoir un démon qui va être gros. Mhm. Sachant qu'un démon, ça peut avoir un nombre aléatoire d'appendices, que ce soit des yeux, que ce soit des pattes, que ce soit des griffes. En gros, c'est une cristallisation d'énergie en un instant donné. Mm. Mais comme c'est de l'énergie, ça peut quand même se déplacer, ça a quand même une possibilité de se mouvoir. C'est pas dans le sens un cristal voilà figé comme vous auriez un quartz voilà qui est complètement figé dans sa position. Vous pouvez quand même vous permettre de le déplacer, et justement c'est comme ça qu'un démon va se déplacer. Donc c'est-à-dire qu'un démon, c'est pas de la roche, au Oui. verre d'eau, c'est un magma, mais pas un magma de lave, un magma d'énergie. Voilà. Et c'est pour ça que je fais aussi peu de description des démons, c'est parce que, en fait, à décrire, comme ça change d'un à l'autre, je préfère rester sur une description qui est très vague, et vous dire, voilà, il y en a qui arrivent, ils sont assez gros, ils sont plutôt petits, pour vous donner une idée de la quantité d'énergie qui est impliquée dans la chose, parce que plus on met d'énergie, bah plus quand même physiquement, ça veut dire qu'on va se prendre un bus dans la tête, que de dire bah voilà il a tant de pattes, il a tant de machin, comme je faisais au début où j'avais des démons bien cloisonnés et j'en avais qui crachaient du poison, j'en avais qui me Voilà. sang, tout ça, voilà. Donc à savoir que du coup, en fait, les démons, c'est... en fait, pour le coup, pour moi, la représentation la plus simple qu'on peut se faire des démons quand on est vraiment, pour le coup, c'est difficile à comprendre, hein, pour quelqu'un qui est complètement néophyte ou même qui n'est pas à fond dans l'univers ou quoi que ce soit, il n'y a pas de représentation visuelle, il n'y a que de la représentation imaginaire et c'est de l'énergie magique. Donc j'imagine que c'est très dur à comprendre, hein, même pour nous joueurs c'est un peu compliqué à comprendre. Mais imaginez que si vous... Pour moi, je pense que, après corrige-moi si c'est faux, hein, mais pour moi une représentation possible, et je dis bien possible, du démon, c'est comparable aux ergs de StarCraft.
parce que selon le stade de l'évolution, Ouais. ils seront plus ou moins gros, ils auront plus ou moins de griffes, plus ou moins de capacité, tout ça. Mettons, le Zergling, c'est le démon de base. Il court, il a des griffes, il a des machins, il a 26 yeux ou un seul, des dents, pas de dents, on s'en branle, mais il est petit. Oui. Ensuite, t'as le cafard. Bah, c'est le même, mais il est un peu plus gros, et puis bon, bah, il a gagné une capacité en plus. Il crache du poisson, il a une aile qui travers, bah, il a une énorme griffe très puissante, voilà. Donc, il est un peu plus balèze. Ensuite, t'as un peu plus gros, t'en as qui vont voler, bon, parce qu'ils ont 2 ailes qui sont à peu près stables, donc ils peuvent voler. Mutalisque, plus gros peut-être encore, Seigneur Vermine, ils vont te chier des machins dans la gueule, ils vont te balancer du poison, ils vont te balancer des trucs, ils auront 14 tentacules en dessous qui vont te choper, puis te balancer dans les airs et te claquer au sol. Et voilà, ils peuvent faire plein de choses comme ça. Et après, t'as les méga gros, bah, c'est des ultralisques, c'est-à-dire que c'est des Zerglings, mais sauf que eux, ils font 10 mètres, hein, ils sont méga stock, et puis ils ont des griffasses énormes, et ils t'envoient valdinguer 10 soldats par 10 soldats. Voilà, ça c'est le démon, c'est-à-dire que là où on peut s'imaginer quelque chose qui a une forme, entre guillemets, en fait, c'est pas tant sa forme qui compte que la puissance qu'il peut dégager. S'il est petit, il est faible, Zergling. S'il est gros, il est fort, Ultralisque. Maintenant, la façon dont il va te tuer, ben, elle est un peu aléatoire. Que ce soit du venin, que ce soit du poison, que ce soit ses 20 millions de mandibules, ou juste il va t'écraser parce qu'il te marche dessus. Voilà, c'est juste là qu'est la réelle différence. La menace, elle est là. Chaque démon à combattre est différent. Parce que, bah, en effet, s'il y en a un qui a 14 bras, bah, il va pouvoir arrêter ton épée, et tu peux pas lui trancher tous ses bras d'un coup. Mais derrière, bah, si c'est juste 14 bras reliés à un machin qui peut à peine se traîner sur le sol, bon, bah, c'est à chier. Par contre, si c'est 14 bras reliés à un machin qui vole, et puis qui peut déjà te cracher du poisson à la gueule, c'est dangereux. Oui. Ça devient plus dangereux. Petite précision que j'aimerais apporter justement quand même sur les démons, parce que je parle tout le temps de démons, je dis démons, voilà. Ce terme-là, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est les peuples qui l'ont donné à ça, parce que en dépit d'avoir un meilleur terme. La réalité, c'est qu'il y a aucune connotation, que ce soit Religieuse ou quoi que ce soit, voilà. Mais la nature en tant que telle des démons, parce que je l'ai vaguement abordé, j'ai commencé à distiller quelques petits indices de là, et là je vais vous la donner de toute manière, hein, voilà. Donc ouvre grand tes oreilles, voilà. Qu'est-ce qu'un démon ? Eh bien, c'est un morceau de terrien. Spoil énorme ! Pardon. Les éthériens, de manière globale, c'est différents aspects. De toute façon, il y a une petite vidéo dont je vais mettre la notification là-haut. T'as vu ça, je pointe même les trucs. Pour vous expliquer un peu plus ce que c'est, il y a un grand nombre d'éthériens, il y en a une quarantaine, ils sont tous sur le papier peint là-bas. Papier peint. Voilà, le papier peint. Il y a un éthérien qui est l'intégralité de l'énergie. L'intégralité Big fat donc, des magies au final. Donc il n'a pas vraiment de forme physique en tant que tel, concrètement, étant donné que c'est de l'énergie. Voilà, il est là, il est bon. Mais il est l'intégralité de l'énergie. Et donc du coup, si jamais vous prenez un morceau d'énergie dedans, ou si jamais vous lancez un sort, bah au final vous balancez un morceau d'éthérien. C'est-à-dire que quand vous lancez un sort dans l'univers d'Andaria, hein, parce que bon, il y a la fameuse mana. La fameuse mana, c'est le truc qui est bateau dans tous les univers magiques. Dans Andaria, la magie, c'est on prend de l'énergie sur le plan énergétique. Là, c'est les énergies. On prend, on matérialise dans le monde réel et on matérialise sous la forme désirée. C'est-à-dire, si tu as besoin de feu, bah, tu fais magie, pouf, boule de feu. Voilà, tu utilises cette énergie pour générer quelque chose. Générer, créer, modifier, altérer l'univers réel, le plan physique, avec une énergie entre guillemets magique, mais c'est pas réellement de la magie, c'est juste une énergie en fait. C'est juste, bah, imaginez, vous prenez l'électricité des piles pour faire marcher votre console. Oui. C'est tout simplement comme ça. Et qui à la fin retourne dans... et la boucle est bouclée. Parce que en fait, l'énergie qui est propulsée, au final, elle a fait son effet, et elle se disperse, se divise, et pouf, retourne. Sauf qu'à force de percer des trous, parce qu'il faut bien la faire venir l'énergie, et ben ces fameux trous, ça fait des gouttes. Et les gouttes, c'est les démons en fait. Parce que quand l'énergie tombe de manière incalculée, ça donne à peu près ça. Pas exactement. Non. Pas tout à fait, c'est parce que... Alors c'est moi qui m'a compris. Là, t'as fait un raccourci, et je sais que quand je l'explique, beaucoup le font, et c'est normal. C'est associer le fait qu'on puise l'énergie et les démons. En fait, non. C'est pas le même circuit. Parce que c'est pas le même circuit, effectivement, à cause d'un événement qui est la régie énergétique. Et c'est pour ça que je dis que cet événement est ultra important. C'est parce qu'en fait, à la régie énergétique, vous avez pris votre poche d'énergie complètement indifférenciée. Donc le monsieur essence, pas voilà. le monsieur Zérien. Et, via des règles, vous l'avez coupé en morceaux. C'est gentil. Voilà. C'est-à-dire que vous avez... On a pris les terriens, on a fait, toi, sashimi. Vous avez séparé le feu, l'air, l'eau,
toutes ces choses-là, l'énergie de l'air, l'énergie du feu, voilà, séparées. Et du coup, reste un espèce de ciment, entre guillemets, on pourrait appeler ça comme ça, qui est l'énergie brute. Et les démons sont de l'énergie brute, en fait. Et en fait, cette énergie brute, elle, en fait, c'est la volonté de l'éthérien, c'est ce qui reste de sa volonté, et sa volonté, c'est de pouvoir être un à nouveau, en fait. Du coup, il y a des insertions d'énergie brute dans les poches d'énergie, mais également dans le monde réel, et c'est ces poches d'énergie dans le monde réel qui forment les démons. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus clair aussi. Donc, oui, voilà. C'est plus clair une fois qu'on comprend. Parce que, du coup, faut vous imaginer que, une fois que cette énergie, elle est là, quand un magicien utilise un sort, tout ça, et que, du coup, puise dans ses poches d'énergie correspondantes du coup, au sort qu'il fait, derrière, cette énergie est dispersée. Elle est dispersée dans le monde, mais elle est dispersée, au lieu d'être, justement, unie en une seule grosse poche. Et donc, justement, les démons, est-ce que leur volonté, au final, c'est pas juste d'aller se réunir? En fait, le truc, c'est juste, ils en ont pas conscience, mais oui. Et c'est pour ça qu'il y a ce phénomène d'attraction vers le Kalaktak, parce que c'est le plus gros paquet d'énergie qu'il y ait en soi sur le monde à ce moment-là. Donc du coup, eux, tout ce qu'ils ont envie de faire, c'est courir vers lui. Et une fois qu'ils courent vers lui, qu'est-ce qu'ils font? Ils se jettent dedans. Ils font des câlins. Ils font rien du tout, en fait, ils restent avec, ils gravitent autour, entre guillemets. Mais ils sont unis. Oui. Donc là encore, la comparaison avec les ergs, elle est assez sympa parce que c'est un peu le cerveau unique, le fameux maître-esprit des ergs, qui contrôle un peu, qui est genre, on sait pas trop pourquoi, mais ils avancent tous en masse et en meute vers le même endroit parce que ils font ça. Et on comprend pas non plus comment, à un moment, ils sont tous partout sur une planète et hop, ils vont tous changer de direction d'un seul trait parce qu'il y en a un qui a vu un truc, mais tout le monde l'a vu. En fait, ça contrôle, c'est un seul esprit, c'est un seul et unique entité qui peut, sans le savoir, communiquer entre elles, entre guillemets, et sont attirées par quelque chose, vont vers un point unique, vont vers un seul but. Donc derrière, voilà, ça c'est le gros point pour les démons. Nous, humanoïdes, gens dans le Daria, on est dans le caca, hein. Le machin, on l'entrave, qu'est-ce qui se passe? Il se libère. Ouais, parce que, au final, tout simplement, il force sur ses liens. Ça a pas l'air d'être un truc que tu peux arrêter longtemps. Hein. Donc au bout d'un certain temps, il finit par se libérer. Voilà, tout simplement. Tu veux savoir la suite? Alors à partir de là, moi je sais pas, est-ce qu'on dit la suite ou pas? Okay. Est-ce que la suite c'est les JDR? Est-ce que la suite c'est pas les JDR? Maintenant dites-vous que voilà, ça c'est le point entre âge de l'oubli, 600 ans, guerre. Maintenant, quand vous entendrez parler de démons, quand on castagnera du démon dans le JDR, quand vous nous verrez hurler parce que c'est la fin du monde ou des trucs comme ça, sachez que ça vient de là. Ça vient de cette idée-là qu'il y a eu ce fameux Oli, avec donc tout fameux régime énergétique, tous ces machins-là, les 600 ans, apparition sporadique, et là, d'un seul coup, paf, grosse apparition, premier gros trou, et à partir de là, ça vient, parce qu'il n'y a plus de cristaux pour réguler l'énergie. Du coup, il y a eu la première entrave, libération, seconde entrave, avec l'aide cette fois-ci de deux personnes, donc Fénan et une essence, Aïkal, essence de l'espoir, qui ont uni leurs forces en gros pour cette fois-ci faire autre chose, parce qu'ils ont vu que les liens physiques ne suffisaient pas. Donc ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on va le précipiter dans un autre plan. On va ouvrir une brèche entre les plans et le renvoyer à un autre endroit. Alors quand tu dis plan, on y parle bien, plan énergie, plan physique, machin. Ouais. Donc le but, ça a été de catapulter le bonhomme d'où il vient, gros merdo. Ouais, sauf que techniquement, en fait, on ne peut pas ouvrir une brèche directement sur l'énergie. On peut ouvrir une brèche sur le rêve, on peut ouvrir une brèche sur plus ou moins le vide. C'est ce qui a été tenté. Sauf que la brèche, il y a un moment... On reste sur des échelles de puissance qui ne sont pas suffisantes pour faire une brèche directement jusqu'à l'énergie et le renvoyer directement d'où il vient. Donc du coup, ça a été une brèche qui n'a pas été spécialement, si on pouvait avaler ça comme ça, profonde. Du coup, il a fini par repéter la brèche dans l'autre sens et s'en extraire. Et ça, ce moment où il y a la brèche qui est brisée et qu'il ressort, c'est dans l'arc 1. À un moment, je remettrai le clip, je décris qu'ils entendent un craquement énergétique au loin, à très grande distance,
Et ils sont quand même étonnés d'entendre ce craquement. Enfin, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien. Mais ils entendent ce craquement. Et en fait, justement, c'est le moment où il y a déchirure du réel au final, hein, parce que c'est une brèche dans le réel qui est ouverte, et qui restera ouverte d'ailleurs. Super. Et tu as le Galactac qui en sort. Donc là, à ce stade-là, vous vous dites que en fait, Andaria, c'est un putain de gruyère. Globalement, Du coup, est-ce qu'on s'arrête là pour ce premier point lore? on peut en vrai. On peut en vrai. Est-ce que du coup, là, on a des liens et des ponts qui sont faits avec les JDR? Beaucoup. Beaucoup. Alors déjà, il y a le dernier que j'ai dit qui était... Donc le craquement. Voilà, le craquement. On a le JDR sur l'oubli. Un peu avant la fameuse Origins qu'on est en train de jouer actuellement. Ouais. Donc no spoil, là moi je me bouche les oreilles si jamais il veut parler. Si tu veux dire un truc, tu me dis, je me cache les oreilles, je me planque, je vais pas dire grand chose parce que en fait on pourra l'aborder dans un autre point lore qui sera plus centré autour d'un personnage qui s'appelle Ymia, où il y a en fait ça fait partie des persos les plus importants au final, alors que on pourrait croire que non. J'ai l'impression de pas connaître. Voilà. Non, c'est normal. C'est normal. C'est parce que c'est quelque chose qui s'est développé en parallèle de tous les JDR, que vous avez vaguement croisé par moment, mais sans en avoir conscience. Je suis content parce que justement, vous en avez pas eu conscience. Oh fuck. Il va nous avoir mis un world boss immortel qui connaît le monde entier. Non, pas un World Boss. Mais immortel quand même. Rendu immortel. Quoi d'autre comme liens qui peuvent être faits directement? Bah après, vu qu'on s'est arrêté là pour l'instant, on a- Erin. L'histoire avec Erin, qui a été faite bien après, l'épilogue sur Erin, Ah. où il propulse le Galactac dans les entrailles de la Terre. Pardon? Bah oui, Il est si fort que ça, ce nain? t'as pas vu la fin? En fait, je crois que je l'ai même pas vu du tout. Ok. Et, Bah c'est assez long, ça dure genre 5 heures. Oui. Et ce qu'il fait, c'est qu'il arrive avec l'assistance d'un Éthérien, à ouvrir un puits jusqu'à Oblitera. Et du coup, il y a le Galactac qui tombe, et qui va remplacer le cœur d'Oblitera. C'est-à-dire que le mec, durant toute une saison, il a même pas réussi à casser la gueule à un Kéron. Il arrive même pas à fracasser une jambe de dragon tranquille. Le machin sert à rien. Il est nul en commerce. Il emmerde le monde. En plus, il se trash talk avec tout le monde. Et il nous met le Galactac au fin fond de la Terre. Au calme. Et nous, autres joueurs, on essaie de s'emmerder à avoir un final épique. Tout ce qu'on arrive à faire, c'est oh, vous avez drop une bombe dans un autre plan et merci. Ah, ça je te permettrai pas, vous avez quand même fait un des plus gros événements du lore. Ouais, j'avoue, En c'était vrai. pas mal. Mais bon, sinon, on meurt sur des continents aléatoires à l'autre bout du monde et ça gêne personne. Non, parce qu'en soi, le Galactac, il était projeté du coup dans Oblitera au final, D'accord. mais il était pas mort. Oui. Et le fait de balancer cette fameuse bombe, justement, qui est une sorte de bombe de mana au final, à l'intérieur de l'entre-deux, parce que vous, en fait, vous avez tué les Terriens que vous avez vus là, le grand œil, hein, et le vortex que vous aviez rencontré dans le JDR là. Mhm. Bah, vous l'avez tué en balançant votre petite bombe dans sa Ah, tronche. pardon, mec. Excuse-moi. Et du coup, en le tuant, C'était pas notre vous plan. coupez tous les liens entre le monde réel, le monde énergétique, et d'ailleurs tous les autres plans. Tous les autres plans sont du coup disjoints. Et du coup, bah, privé de l'énergie en tant que telle, la volonté de l'éthérien de l'énergie, bah, elle se retrouve en mode, bah, on sait pas ce qu'on fout là, genre, elles ont plus de volonté de destruction. Oui, oui. Donc en fait, techniquement, ça tue le concept du Galactac. Hmm. Donc en fait, en balançant votre truc, bah déjà vous avez fracturé l'intégralité des liens qu'il y avait entre les plans, donc plus aucun lien possible. Trop bien. C'était ça quand je disais plus de magie possible, c'était beaucoup plus loin. C'est plus d'interaction avec le monde du rêve, c'est plus d'interaction avec... Ah, on a pété les lignes télécom en fait. Ah oui, et vous avez même pété la mort. Ah ouais. Bah oui, On va plus mourir. si, Ah. mais vos esprits restent en permanence errants. Ah fuck. On a inventé le concept de fantôme. Bah ouais. Ah merde. C'est con ça. Il va être beau le continent après ça. On a encore jamais joué ni jamais vu ce qui se passe après. Hein. À savoir que après ce prévu. moment-là,
on a aucune... Moi, j'ai aucune putain d'idée de ce qui se passe. C'est-à-dire que si, j'en ai une idée, parce que j'avais écrit un petit épilogue sur mon personnage, parce que je m'étais dit, bon, bah, Pharon, c'est très très bien, il a fait sa vie. Derrière, bah, je sais plus, il ouvre une auberge et puis il fait non, c'est l'autre abruti là qui ouvre une auberge. Oui, il ouvre une auberge parce qu'il vend de l'alcool et il en boit avec les clients. Et non, moi il ouvre une petite école, il apprend aux gens à se tataner et puis il rend des services à tout le monde et puis il remet en place la chevalerie durant les 50 années qu'il vit encore derrière. Et après il s'éteint tranquillement et puis voilà. Point. The end. La petite vie tranquille de Pharon sur son île. Voilà, c'est le seul et unique truc que j'ai idée de ce qui se passe après parce que c'est moi-même qui l'ai écrit, j'avais fait un petit truc comme ça pour l'envoyer à Siegfried. Ouais. Je sais même plus si je l'avais envoyé d'ailleurs, ça date il y a 1500 ans. Je ne crois pas. Ça fait au moins 3 ans. Mais j'avais écrit ça à un moment où je devais être au taf et que j'avais pas envie de bosser. Voilà. Bosser au taf. Qui fait C'est ça? important. Qui fait ça? Que bah ça au pire ça pourrait faire peut-être un autre point de lore à la limite, de parler ce qui se passe après les fameuses invasions et tout ça, peut-être faire les liens à ce niveau-là. Ouais. On pourra en reparler plus tard. Au revoir YouTube. Du coup, au revoir, et puis à la prochaine. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air si jamais tu t'es bien ennuyé. Oui, bah on a essayé de rendre ça dynamique mais j'ai envie de dire c'est encore parti en bordel. Non, C'est dur de structurer hein. Ouais, j'adore l'ennui. Dans l'ennui. Ouais. Ah. Bah, je fais des lives de montage donc partant de là. Après c'est vrai que c'est très très dur de structurer, de résumer, Oui. parce que déjà le lore lui-même est pas forcément ultra structuré. C'est un peu le bordel. Hein. Parce que Enfin, c'est il y a le bordel. il y a des liens entre tout, mais ils demandent d'expliquer tellement de trucs pour comprendre les liens que. Voilà, en fait il faudrait reprendre partie par partie et faire des vidéos de 10 minutes, mais c'est très compliqué. Donc on essaye de trouver des formats les plus possiblement adaptés pour vous balancer du lore. Là, bon, je trouve qu'on s'en est pas mal sorti quand même, parce qu'on a réussi à parler de bons gros sujets et de rester un minimum cohérent. Hein, avec un peu de montage, timeline et compagnie, ça va donner quelque chose qui sera correct. Ouais, timeline, Donc, carte. En espérant que vous ayez dessins. tout compris. Ouais. En espérant que vous ayez tout compris. Après, de toute façon, ben, les questions, tout ça, il y a les streams pour venir et puis poser les questions et voir ce qui va pas. Et puis, bah, on reconstruit, et puis au final, ça tient le coup. Là, maintenant, franchement, honnêtement, comparé à ce qu'il y a 4-5 ans quasiment, on est sur un truc qui est béton. Clairement béton. Hein. Oui. Maintenant, on va essayer de passer à de l'acier. Ça va se faire. C'est ça. Voilà, sur ce, bah écoutez, salut à tous, adieu, prochaine, machin, et puis des bisous.